Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Aurak de la faction Lyra. Aurak, c'est un personnage du coup qui va avoir comme capacité de pouvoir mettre des compteurs à chaque fois qu'on va jouer un personnage qui a une stat à 0 et on va pouvoir dépenser 5 compteurs à midi pour pouvoir piocher et jouer potentiellement ou la garder en main la carte qui va être au-dessus de notre pioche. Deux orientations possibles, une où on va jouer un peu la chance, où on va vouloir mettre beaucoup de gros personnages, peut-être une apothéose de l'esprit. Je vais pas parler de ça dans ma vidéo, puisque je pense que les cartes sont pas optimales dans le corset pour avoir cette approche, sachant que on va avoir du coup peu de probabilité de pouvoir jouer et débuter un début de partie si on met trop de gros personnages très chers dans notre deck. Ce qui me semble plutôt jouable, c'est plutôt de mettre plein de petits personnages pour aller euh, utiliser l'effet de rack plusieurs fois dans la partie, 2 voire 3 fois. Donc plutôt des personnages qui vont coûter 1, 2 ou 3, et avec des effets du coup qui pourront s'activer de la réserve, donc surtout avec des effets flèches qui pourraient être intéressants, ou en tout cas avec des sorts ou permanents qui pourront s'activer et être utiles, quelle que soit la façon dont on les joue, et donc quand elles vont pouvoir sortir du deck avec l'effet d'Aurak. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir un petit peu les différentes cartes qu'on peut mettre dans le deck avec Aurak, de voir un petit peu en combien d'exemplaires on va les mettre, si on met plutôt des versions communes ou des versions rares. On verra aussi quel genre d'unique on peut aimer voir avec ce héros. Dans ce tableau, je vais vous présenter du coup sur la première ligne les cartes que je mettrai plutôt dans une version commune avec Aurak, et dans la seconde ligne ce que je mettrai plutôt dans une version rare. Donc on a dit plutôt des petits personnages, et donc je commence avec la martingale, prestidigitatrice de l'Ouroboros, et le Skald de Lyra dans leur version commune, qu'on peut mettre, je pense, en 3 exemplaires chacune si on veut remplir un petit peu le deck. La martingale est très bien pour son coût de 1, elle a un 0, c'est vraiment ce qu'on va chercher dans le deck, à maximiser vraiment le pouvoir d'Aurak, et donc ne mettre que des cartes qui vont avoir une statistique à 0 pour pouvoir déclencher son effet au moins 2 fois, voire 3 fois pendant la partie, et pouvoir donc avoir une carte gratuitement. Elle est très bien, la martingale, aussi avec son effet de soutien qui nous permet de jouer des cartes moins chères. On risque de s'épuiser assez rapidement si on joue beaucoup de cartes peu chères, donc il nous faudra absolument des possibilités de pioche. Donc on va aller regarder du côté de l'Esmeralda qui nous permettra de ravitailler, et on ira voir aussi au niveau des permanents, le fragment d'éther qui va nous permettre de piocher. La prestidigitatrice, donc très bien en 3 exemplaires, elle nous met un petit peu de stats à 2, et du coup elle comble potentiellement le trou, elle est assez polyvalente, elle pourra jouer sur n'importe quel tour. Seulement un depuis la réserve, du coup ce sera assez pratique. Le Skald de Lyra a une stat en forêt qui est plutôt intéressante, et on va voir que dans le deck on n'a pas énormément de cartes qui ont des stats comme ça avec un 0 sur la montagne. On a plus généralement soit le 0 sur la forêt, soit le 0 sur l'eau. Il va falloir équilibrer tout ça, puisqu'évidemment, si on met trop de fois des cartes qui ont le 0 au même endroit, on risque de se retrouver bloqué à un moment de la partie et à pas pouvoir avancer sur le biome qui nous intéresse. Donc il faudra faire son choix avec toutes les cartes que je vais présenter ici pour avoir un équilibre de façon à ce que le 0 ne se retrouve pas tout le temps au même endroit. On a ensuite, dans des versions rares, le disciple studieux, qui est lui aussi très intéressant pour un coût de 1, il permet du coup, je le rappelle, de temporiser un petit peu, hein, ce petit coup de 1, ça permet de voir ce que va jouer l'adversaire pour aller mettre une autre carte derrière, et ça me permet du coup, quand je le joue de la réserve, d'activer son effet qui va me faire payer moins cher mes sorts. On va avoir quelques sorts qui pourront être intéressants à jouer. Je peux le mettre également en 3 exemplaires, il va pouvoir me mettre un compteur à chaque fois, du coup c'est intéressant. On va juste être limité sur les cartes très peu chères, comme je le disais, au niveau de la pioche. Donc ça, ce sera aussi à équilibrer en fonction du nombre de pioches qui sera possible. On ne pourra pas tout mettre forcément avec que des cartes à 1 ou 2. Pionnière Bravos, c'est une carte qui est très intéressante. Elle coûte seulement 2, que ce soit de la main et de la réserve. Elle va nous mettre 3 et 3 en montagne et en eau. Donc c'est une carte qu'on peut vouloir piocher pour aller déclencher du coup le compteur et aller mettre des statistiques intéressantes. On peut la mettre aussi jusqu'à 3 exemplaires sans trop de soucis. Esmeralda, essentielle dans le deck, du coup, où on va mettre des personnages peu chers, puisqu'elle va nous permettre de ravitailler.
plutôt en rare puisqu'elle nous permettra de ravitailler de la réserve et du coup de la main. Un peu cher depuis la réserve, mais le ravitaillement, il va être absolument essentiel si on veut jouer un maximum de cartes. 3 exemplaires, donc je pense que c'est absolument nécessaire. Navigatrice Lyra, elle peut être très intéressante. Elle, on n'a pas besoin de la mettre en 3 exemplaires, c'est plus situationnel vu qu'on va s'intéresser juste à l'océan. Je la mettrai plutôt en rare, tout simplement parce que si je n'ai pas avancé sur l'océan, je peux la rejouer pour un coût un peu moindre. Et si jamais ça ne m'intéresse pas, je vais pouvoir la remplacer et ravitailler par autre chose. Là, on est sur un deck où on est très tributaire des cartes qu'on va piocher, puisqu'on aura forcément un zéro quelque part. Et donc, avoir un petit peu cette possibilité de changer nos cartes va être quand même un plus pas négligeable. On pourra la mettre du coup en un exemplaire, peut-être 2 à la rigueur, du coup, avec la version rare qui nous permettra de ravitailler. On repasse sur les communes. Je continue avec Hathor. Hathor qui est intéressante depuis la main. Elle coûte que 2 et elle va mettre des stats à 3, 3, 0. Donc ça ressemble à ce qu'on avait avec la pionnière. Mais du coup, on va pas vouloir la jouer de la réserve. C'est pour ça que je la privilégierai plutôt en commune. On va plutôt la garder pour son effet de soutien qui est très intéressant, qui permet de renvoyer une autre carte dans la main. On a plusieurs cartes qui sont intéressantes dans le deck, qui ont des effets main. C'est une stratégie qu'on peut avoir. Je rappelle que l'effet d'Oracle ne va pas déclencher les effets main, donc on va plutôt être limité à ce niveau-là. C'est pas forcément ces cartes-là qu'on voudra mettre dans le deck. Maintenant, si on veut mettre quelques cartes avec des effets main, puisqu'il y en a quand même certaines qui sont assez intéressantes, je pense que il faut absolument jouer Hathor en 3 exemplaires dans ce cas-là. Dans ces cartes avec des effets main, les 4 plus intéressantes sont ici. La danseuse d'étoffe, elle coûte un peu cher de la main, un peu moins cher de la réserve, mais elle permet d'aller donner fugace, du coup, de façon assez situationnelle, ça peut vraiment embêter l'adversaire. Le marchand de sable peut être très intéressant pour endormir. S'il est joué à la fin de la partie, du coup, il permet d'aller bloquer un personnage adverse et peut-être d'aller prendre la victoire à cause de ça. On verra qu'on peut jouer également le Robin des Bois potentiellement, qui a des statistiques qui sont intéressantes avec un trou en montagne. On l'a dit, il n'y a pas énormément de cartes qui ont un trou en montagne, et du coup, on peut vouloir l'endormir pour aller embêter l'adversaire et lui faire payer plus cher ses cartes avec l'effet du Robin. Le Tanuki, il permet de saboter, c'est toujours bien d'avoir un peu de sabotage dans le deck, donc je pense qu'il faut absolument le mettre en 1 ou 2 exemplaires. Croupière de l'Ouroboros va être intéressante, mais elle va être un peu chère, du coup on s'éloigne un petit peu de l'idée de mettre beaucoup de personnages. Voilà, à ne mettre que si on veut privilégier plutôt toute une rotation des cartes avec Hathor, et dans ce cas-là, peut-être jouer avec l'encrière de l'Ouroboros pour aller en ramener un petit peu en main. Mais du coup, la croupière de l'Ouroboros aura pas de stats à 0. Donc on s'éloigne un petit peu de cette stratégie qui nous permet de déclencher l'effet d'Oracle. Sur l'ensemble de ces cartes, bon, ça peut être assez situationnel, c'est bien. La croupière, je trouve qu'elle est quand même intéressante parce qu'elle permet de piocher ou de ravitailler. Donc c'est quand même ce qu'on cherche à faire. Et dans tous les cas, si on ne met que des cartes qui coûtent 1 ou 2, on va vite se retrouver dans tous les cas à manquer de cartes. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir une carte à 4 pour pouvoir aller mettre des statistiques et d'éviter de manquer trop de cartes. Donc on n'ira pas les mettre en 3 exemplaires, mais je pense qu'on peut mettre chacune d'entre elles en 1 et 2 exemplaires. Ça pourra tout à fait servir le deck. Pour continuer du coup avec les cartes avec des trous qui sont un peu plus chères, la chroniqueuse peut faire sens, elle coûte 3, c'est pas excessif et ça met de très bonnes statistiques, que ce soit de la main ou de la réserve, ça revient au même. On pourra la mettre en 2, peut-être 3 exemplaires si on a la place, mais on privilégiera plutôt a priori les cartes qui valent un petit peu moins cher. Le chapelier, de même, elle est intéressante puisque de la réserve, on va pouvoir ancrer quelqu'un d'autre. Et donc si on vient ancrer le Robin des Bois, hein, c'est comme si on l'endormait du coup, sauf qu'il va garder en plus ses stats, donc ça permet d'embêter un petit peu l'adversaire si on veut le jouer. Et ça permet d'aller ancrer voilà, des personnages comme la chroniqueuse Lyra qui ont des bonnes statistiques, ça peut être intéressant. On va pas avoir énormément de personnages intéressants à ancrer, donc je pense que le chapelier, si on le joue, c'est pareil, on va le mettre en 1 ou 2 exemplaires. Il est intéressant surtout pour ses stats à 5-5-0 qui peuvent faire basculer la partie quand il est joué avec seulement un coup de 4 de la main. Le puissant Djinn, Robin des Bois et Drakena,
sont des rares qu'on peut aller mettre dans un deck qu'on va vouloir peut-être un peu plus long sur la partie. On est sur des cartes qui valent relativement plus cher. Après, si jamais ça sort avec du coup l'effet d'Aurak du deck, on est quand même content. L'Hydrakana, elle est intéressante si on la joue suffisamment tôt. C'est pour ça que je mets le Puissant Djinn avec. Si je veux jouer l'Hydrakana en un ou deux exemplaires, je vais avoir envie de jouer le Puissant Djinn en deux ou trois exemplaires pour aller accélérer le nombre de mana que je vais pouvoir jouer et donc pouvoir jouer mon Hydrakana plus tôt. Et le Robin des Bois, toujours dans cette optique de partie un peu longue. Plus la partie va être longue et plus le coût de 1 par personnage peut embêter mon adversaire. Il sera intéressant, donc comme je disais, si on met les personnages qui permettent d'endormir, donc le marchand de sable, et qui permettent d'ancrer, donc le chapelier. Absolument pas nécessaire dans le deck, ces trois-là, pardon, mais ça permet d'avoir une stratégie un petit peu différente et qui peut être très plaisante à jouer. Au niveau des sorts que je vais vouloir mettre, hop, j'ai une petite erreur. Ce sont des sorts en version rare. On va en avoir quatre principalement qui peuvent être intéressants. Je fais vraiment un arrêt sur ces quatre-là, puisque ce sont des cartes qui vont avoir une utilité, même si je les sors de la pioche avec l'effet d'Aurak. L'entraînement a cappella est un très bon sort, mais si je la pioche à midi, je vais rien avoir pour donner fugace, donc je vais finalement user une carte pour rien. Là, avec ce deck, on s'assure de pouvoir mettre quelque chose, quelle que soit la carte qu'on va pouvoir piocher avec l'effet d'Aurak. L'entraînement magique nous fera piocher une carte. Il coûte seulement 1 depuis la main, donc c'est très intéressant. La pioche, on a dit qu'on en avait besoin. Ça nous permet du coup d'attendre, de voir ce que fait l'adversaire avec son coup de 1. C'est pas une carte qu'on va forcément rejouer de la réserve, ça va nous coûter un peu trop cher. Mais voilà, si on a un Hathor qui traîne, on peut la renvoyer en main et ça pourrait être très efficace. On pourra la mettre du coup en 1, 2, peut-être 3 exemplaires, mais je pense que ça fait beaucoup. 2, ça me semble largement suffisant. Espionnage, de la même façon, si je le sors du deck, je vais pouvoir saboter. La plupart du temps, j'aurai quelque chose à saboter. Dans tous les cas, je vais pouvoir ravitailler. Ce sera intéressant. Ça me coûte que 2, donc ce sera utile dans le deck. Ça reste du sabotage, c'est toujours pratique. Je pense que je peux la mettre en 3 exemplaires. Le cocon d'étoffe, ça va être la carte qui va me permettre de gérer notamment les permanents. C'est pour ça que je le mets plutôt en version commune. Il me permet d'aller défausser aussi des fugaces ancrées ou endormies. Ce sera utile lorsque je vais l'avoir en main, mais là encore, quand je vais la jouer depuis la pioche, je peux avoir potentiellement un permanent que je vais pouvoir utiliser si je le sors à ce moment-là. Pas absolument nécessaire, c'est pareil, je vais peut-être le limiter à 2 exemplaires. J'ai pas forcément avoir besoin du troisième, même si c'est une carte qui est dans très souvent très utile. Ça permet d'enlever facilement des personnages ancrés ou endormis ou même voilà fugaces. On en a quand même pas mal qui peuvent se présenter. Donc ça se joue aussi très bien en 3 exemplaires. Enfin, petit pas, bond de géant. Si je le sors en fin de partie alors qu'il me reste qu'une case de distance, je mets fin à la partie immédiatement. Et si jamais je le sors de la pioche, eh ben c'est pas une carte de perdu puisque je vais pouvoir avancer également. En plus de ça, c'est à midi. Donc si jamais j'ai la chance de pouvoir le sortir à midi, si jamais je l'avais pas en main, du coup avec l'effet d'Aurak, ça me fait gagner immédiatement la partie si je suis dans cette configuration. Et enfin, pour terminer, un permanent, le seul permanent qui me semble pratique et qui peut être joué de la même façon en le sortant de la pioche directement, c'est le fragment d'éther. Parce que pareil que l'entraînement magique, si je le sors de la pioche et que je le joue directement, il va me faire piocher une carte, donc ce sera un effet très intéressant. On a besoin de piocher, donc je pense qu'on peut le mettre en 3 exemplaires. On veut le mettre le plus tôt possible. C'est pour ça que le puissant Djinn peut avoir son sens aussi pour aller peut-être gagner un tour pour aller jouer le fragment d'éther et ainsi avoir quand même une fin de partie relativement sereine en ayant beaucoup de petites cartes à jouer et donc déclencher quand même un nombre suffisant de fois l'effet d'Aurak. Au niveau des uniques qu'on peut aimer avoir dans ce deck, déjà forcément on va s'arrêter sur les uniques qui vont avoir un trou, une stat à 0. Et dans les effets qu'on va vouloir chercher, on va s'intéresser à tout ce qui va pouvoir avoir un impact quand ça va être joué depuis la pioche. Donc, ça va être les cartes qui vont avoir des effets flèches. Au niveau des effets flèches, tout est intéressant. Ce qui va permettre du coup
de booster le personnage. Il faut pas oublier que vu que c'est joué à midi, il y a de fortes chances que l'adversaire n'ait pas de personnage en jeu. Donc on va pas forcément s'attarder sur les effets flèches qui donnent ancré à l'un de nos personnages ou qui donnent fugace au personnage adverse ou même qui défausse. Ça peut être plus intéressant d'avoir plutôt un personnage qui a des fortes statistiques ou alors qui se booste lui-même ou en tout cas qui a un effet qui va être peut-être utile sur la suite, du genre dès qu'un personnage entre en jeu, faites ceci, ou dès qu'un personnage est boosté, faites cela. Ça pourrait être des choses plutôt pratiques. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire sur Oracle. J'espère que la vidéo vous a permis de réfléchir un petit peu à ce héros. C'est pas très évident à jouer, ça fait pas partie des héros les plus joués et les plus puissants dans l'ordre, euh, dans l'état actuel des choses. Mais je pense que si on le construit bien et que on équilibre un petit peu les personnages pour ne pas avoir trop de statistiques à zéro au même endroit, on peut quand même s'amuser relativement bien avec ce deck. Si un autre personnage vous intéresse pour la construction de deck ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les synergies qu'on peut retrouver entre les cartes, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne. En attendant, je vous dis très bon jeu et je vous dis à très bientôt.